Bonjour à tous, bienvenue. Il est 13h30. Il nous manque quelques participants. La salle commence à se remplir. La salle virtuelle commence à se remplir assez rapidement. On va commencer à l'heure, l'histoire de pouvoir libérer tout le monde à l'heure prévue, c'est-à-dire à 15 heures. Bienvenue à tout le monde. Ça nous fait très plaisir de vous accueillir à ce deuxième webinaire d'une série de 3 webinaires du RESAL et ce premier webinaire de 2021. On est vraiment, vraiment très heureux aussi d'accueillir nos panélistes. Je me présente, je suis Ariane de Palacio, je suis la directrice de la recherche au CIPC. Pour replacer le RESAL, c'est le réseau d'échange et de soutien aux actions locales qui a été créé en 2011, donc qui va avoir 10 ans cette année, dans le cadre de la mise en œuvre du plan d'intervention québécois sur les gangs de rue, avec le soutien aussi de la ville de Montréal. Donc, c'est un réseau qui se voulait une rencontre entre des organismes de nature et d'expertise très diversifiés, donc où viennent se mélanger de l'institutionnel, du municipal, des services de police, le communautaire, le non-gouvernemental aussi, certains acteurs de la recherche. Donc, pour pouvoir créer une plateforme multisecteur, multidisciplinaire autour des questions plus particulièrement de violence chez les jeunes. Alors, vous avez, et je ne vais pas passer, Vanessa, si tu peux juste revenir à la diapo d'avant, vous avez l'ensemble de nos partenaires qui forment le RESAL aujourd'hui à l'écran. On ne va pas passer à travers tout le monde, mais vous pouvez voir qu'on est une gang assez diversifiée et très, très riche. Le projet était vraiment de mettre sur pied un réseau qui vienne favoriser les échanges et soutenir les actions locales. Alors, voilà. Notre mandat est resté assez inchangé et on œuvre aujourd'hui autour de 4 axes principaux qui sont la prévention de l'intimidation, la prévention de l'exploitation sexuelle, la prévention de l'adhésion aux gangs de rue et plus récemment, la prévention de la radicalisation menant à la violence. Alors, voilà. Notre mission s'articule autour en fait de 3 grands types d'activités: la sensibilisation et le partage de la connaissance, des pratiques prometteuses, donc c'est aussi beaucoup ça qu'on va faire aujourd'hui. On a très, très hâte d'entendre nos panélistes. Le renforcement des capacités des acteurs locaux, notamment avec tout un tas d'outils, d'activités et de produits là, à leur disposition. Et puis, le soutien des milieux dans la priorisation et la stratégie à partir d'activités de résolution de problèmes qu'on offre aussi très régulièrement. Alors, pour la diaposition, voilà, c'est ça. Cette année a été un tout petit peu spéciale pour l'organisation des activités du RESAL, qu'en général, on préfère organiser en présence, puisque une grosse partie de notre travail se fait aussi sur l'ensemble des relations interpersonnelles qui peuvent se créer dans cette communauté-là. Alors, en cas de pandémie, alors on vous offre la meilleure chose à faire, une série de 3 webinaires qui s'articulent autour de la place des jeunes dans la ville. Et ces webinaires ont pour objectif de nourrir des discussions pour éventuellement arriver à venir enrichir l'organisation de notre colloque 2021, dont on l'espère, on va pouvoir le faire en présence, en personne et enfin se voir autrement qu'à travers Zoom. Mais encore là, les 2020 et 2021 risquent d'être pleines de rebondissements. Alors, stay tuned en bon français. Les informations vont venir dans les prochains mois. Donc, on est au webinaire 2. Le premier a été autour des thématiques des sports, des arts et des loisirs à l'automne passé. Celui-ci, c'est autour des savoirs et de la culture. Et puis, on va en avoir un dans les prochains mois autour des thèmes de l'emploi et du logement, de l'habitation chez les jeunes. Alors,
Ce deuxième panel donc, pose la question de savoir vraiment comment la mobilisation des savoirs au pluriel, la mobilisation des cultures au pluriel peuvent agir comme facteur de protection auprès des jeunes. On parle de protection de la violence commise et subie toujours. On a voulu mettre de l'avant des initiatives culturelles montréalaises qui ont un impact positif sur les jeunes et qui contribuent à une prévention de la violence qu'on imagine toujours intégrée, créative, multisectorielle et extrêmement large. Donc, on a très, très hâte de les entendre. Merci encore d'être présent. Je vais passer la parole à Sylvie Boivin, la directrice générale de l'Anonyme, qui va nous assurer d'une main de fer l'animation et la modération du panel. Merci encore d'être ici. Bon webinaire. Alors, bonjour et bienvenue à tous et toutes. Merci Ariane pour cette mise en bouche fort exceptionnelle, je dois le dire. Alors, oui, je veux tout d'abord remercier moi aussi les panélistes qui ont accepté de présenter aujourd'hui leur initiative, qui seront parfois des initiatives qui peuvent être créatrices d'idées pour vos secteurs respectifs ou encore de dire, ben, j'aimerais peut-être collaborer ou travailler avec ces personnes-là. Alors, à la fin, vous aurez la chance peut-être d'avoir leurs coordonnées si jamais vous souhaitez entrer en communication avec les 4 panélistes que nous aurons aujourd'hui. Avant de débuter et de vous présenter les personnes que vous avez, cette belle brochette devant vous, j'ai envie de vous donner quelques petites informations. Je crois qu'Ariane a bien mis la table en disant que nous souhaitons terminer à 15 heures pour que vous puissiez vaquer à vos occupations. J'aimerais aussi que vous fermiez ceux qui ne l'ont pas fait déjà. Sinon, on a Vanessa là, qui va nous soutenir à la régie pour les micros. Alors, vous assurez que les micros sont toujours fermés pour bien entendre ce que les panélistes ont à nous dire. Vous aurez à la fin, à 15 heures, je sais que des fois, des gens doivent quitter en cours de route. Toutefois, pour nous, puisque c'est une nouveauté là, de faire un colloque pour nous en Zoom, on va vous envoyer un lien. Et ce serait vraiment important pour nous que vous le complétiez pour s'assurer que le prochain panel réponde à vos attentes et à vos besoins. Alors, ce sera un moment pour vous d'évaluer le panel d'aujourd'hui. Je vais à ce moment-ci prendre la place qui m'est revenue, elle est terminée et je suis rendue à vous présenter les vedettes de la journée. Alors, 4 panélistes seront pour nous présents aujourd'hui et je débute dès maintenant avec la première panéliste et je me permets de vous faire une petite bio pour que vous sachiez à qui vous avez affaire. Alors, je vous présente Madame Lucie Caillère, directrice générale du projet Harmonie. Madame Caillère est diplômée de l'École des sciences de la gestion de l'UQAM et de la 2e cohorte de la formation Leadership Rassembleur, programme novateur initié par Centraide. Forte de ce cheminement, elle assure la direction du projet Harmonie depuis 2016. Son implication, son leadership et son dynamisme sont connus et reconnus dans les différents milieux où elle s'engage. Pour elle, c'est grâce à l'innovation sociale et à la collaboration entre les différents milieux, toujours guidés par ses valeurs sociales et environnementales, que nous construirons une société plus inclusive et plus durable. Le projet Harmonie, elle vous parlera entre autres du projet Studio. Le projet Studio d'enregistrement du projet Harmonie vise à offrir un lieu d'expression et d'engagement pour les jeunes qui vivent dans Mercier, Hochelaga, Maisonneuve. Les activités proposées préviennent l'adhésion des jeunes aux gangs de rue en les aidant à développer leurs compétences et en leur offrant des solutions de rechange au parcours criminel. Alors, Madame Caillère, c'est à votre tour. Bonjour à tous, je suis très honorée de faire partie de cette brochette de panélistes. Alors, je vais essayer de faire ça dynamique, court, puis du mieux que je peux à travers cette caméra. Bon, alors comme l'a dit si bien Sylvie, je suis effectivement à la tête de l'organisation du projet Harmonie. J'ai la chance d'y être depuis 5 ans avec une équipe incroyable. Donc, Projet Harmonie, ça fait 25 ans qu'on existe. On est au sein du milieu HLM La Pépinière, dans le quartier de Mercier-Ouest à Montréal. Notre mission, c'est de créer un milieu de vie intégré, accueillant pour la communauté, de développer le plein potentiel des personnes qui y résident. Pour ça, on offre aux résidents différentes activités de soutien, de la petite enfance jusqu'au bel âge, par des activités d'animation, d'écoute, de référence et d'entraide. Alors, je dirais que je commencerai par dire que la force du projet Harmonie, c'est d'être situé dans le milieu d'habitation
Pour nous, ça nous permet de développer des actions qui soient ciblées, pertinentes, puis qui s'adaptent assez rapidement aux besoins qui émergent directement du milieu. On observe au HLM La Pépinière, d'où notre présence aujourd'hui, un taux de criminalité assez élevé, en tout cas plus élevé que la moyenne montréalaise. Et au fil des années, le HLM La Pépinière est devenu un territoire d'intervention prioritaire du MAP, qui est le module d'action prioritaire du PDQ 48. Et donc, Projet Harmonie est donc au premier plan pour observer toute la conjoncture des facteurs de risque qui sont particulièrement propices à l'éclosion des gangs de rue. Pour vous faire un petit peu un portrait de l'organisation, on a au HLM La Pépinière 192 portes qui accueillent à peu près 600 personnes qui vivent dans des situations de grande vulnérabilité. On parle d'insécurité alimentaire, décrochage scolaire, pauvreté, manque d'habileté, d'implication parentale, beaucoup de familles monoparentales, des problématiques de consommation, puis des enjeux liés à l'immigration. On a aussi malheureusement vécu différentes fusillades qui ont eu comme effet d'effriter beaucoup le sentiment de sécurité des personnes qui y résident. Il faut savoir aussi qu'un milieu HLM, c'est un terrain enclavé qui est un terrain privé, en fait, qui appartient à l'Office municipal de l'habitation, fameux partenaire de Projet Harmonie et du RESAL. Puis, ce que ça fait, c'est que en fait, la police ne peut pas intervenir si ce n'est sur appel. Donc, ça crée des problématiques, beaucoup d'attroupements à l'intérieur du HLM. On a aussi une culture de gang de rue qui est quand même très développée puis qui transcende beaucoup les générations. Les jeunes grandissent au contact de modèles un peu plus âgés qui sont parfois inclus dans la criminalité. On observe, en fait, sur le terrain du HLM, on note beaucoup d'actes de vandalisme de la part de nos jeunes de 9 à 12 ans et des actes délinquants, bien sûr, par les plus âgés. Et comme la littérature le relate très, très bien, les actes de petite criminalité peuvent être annonciateurs, souvent d'un parcours plus à risque et qui peut mener vers l'adhésion gang de rue. Donc, à la suite de ce portrait avec des rassemblements illégaux, de la petite criminalité, Projet Harmonie essaye de trouver des façons d'offrir des lieux, un lieu de rassemblement sain, un endroit où les jeunes vont se valoriser au contact d'adultes significatifs. D'où émerge le projet pour nous de studio de musique qui vise à engager les jeunes de 9 à 30 ans sur le territoire de Mercier, Hochelaga, Maisonneuve aux activités de Projet Harmonie. Ce qu'on propose au projet de studio, en fait, ça a toujours pour trame de fond la création musicale urbaine, donc très rap, hip-hop. Ça répond pour nous aux intérêts des jeunes tout en donnant des opportunités de s'exprimer de façon positive, d'être valorisés et de développer un sentiment d'appartenance. Alors, pour nous, comment ça crée un lieu? En fait, pour nous, c'est un lieu qui est d'abord sécuritaire. C'est une alternative intéressante au flânage et aux opportunités de petite criminalité. Donc, les jeunes sont dans un espace protégé et qui va être différent. Ils vont vivre des expériences différentes de ce qu'ils peuvent vivre à la maison ou à l'école. Pour nous, c'est aussi un lieu qui se veut confortable et bien équipé. Donc, le studio a été pensé pour être accueillant et il est d'ailleurs très apprécié des jeunes. Et c'est un des studios de milieu communautaire les plus équipés en matériel professionnel. C'est un lieu aussi pour nous qui est au contact d'adultes significatifs. On a la chance, l'équipe du Projet Harmonie a la chance d'être composée de personnes qui sont reconnues dans la musique sur l'espace public et donc auprès des jeunes. Et grâce à notre expertise en termes de prévention de la criminalité, d'accompagnement psychosocial ainsi que des arts urbains, ça nous permet de créer des liens significatifs avec les jeunes qui participent au projet. C'est aussi un lieu où on veut mettre les jeunes en contact de pairs positifs dans un contexte d'expression qui soit le plus positif. Donc, on a une intervention plus spécifique auprès des jeunes, tout d'abord de 12 à 30 ans. Donc, depuis qu'on a rénové le studio il y a 3 ans, on accueille de nombreux jeunes, une soirée par semaine au studio de musique. Ça nous permet d'avoir une intervention à multiples niveaux. En fait, ça crée un espace de dialogue. C'est un endroit où les jeunes sont encadrés par un intervenant psychosocial. Puis ça nous permet aussi d'accueillir des partenaires et de rejoindre des jeunes qui sont moins habitués à être rejoints en fait par les parcours plus traditionnels du milieu communautaire. Donc, notamment, on accueille le PITREM qui travaille le parcours scolaire, le développement professionnel de ces jeunes-là. On a aussi une action spécifique auprès des 9 à 12 ans.
Puis, juste vous dire que la soirée aux 12-30 ans, en fait, on est en liste d'attente depuis son ouverture et c'est une soirée extrêmement achalandée. Ça nous demande beaucoup d'organisation. On a aussi une action très spécifique pour les 9-12 ans. On a développé, suite à nos observations de petite criminalité, de petit vandalisme, on a voulu développer des comportements plus prosociaux et donc, on a créé des ateliers musicaux juste pour ces jeunes-là. Ça nous permet de développer le lien de confiance avec les jeunes, qu'ils aient une appropriation positive du studio de musique, un lien de confiance, puis aussi qui développent un sentiment identitaire envers leur quartier. Donc, de les encourager à créer autour du quartier, du milieu, de leur expérience de vie. Et d'ailleurs, j'aurais à vous proposer à la fin de ma mini-présentation un petit extrait de la chanson qui s'appelle Mercier Ouest, Ouais Ouais, qui a été créée par nos jeunes. J'arriverai enfin pour terminer en fait la présentation sur les facteurs de succès qui pour nous de ce projet-là. En fait, les facteurs de succès du projet de studio pour nous, c'est d'abord la proximité du projet Harmonie, en fait, d'être au contact dans le milieu, c'est beaucoup plus simple pour rejoindre les personnes. Je pense que la crédibilité de l'équipe aussi auprès des jeunes et les expériences musicales reconnues sont aussi un des facteurs clés de la réussite de ce projet-là. La co-construction avec les jeunes aussi, en leur donnant des opportunités de choix et de participer au processus décisionnel de ce qu'ils vont créer. Pour nous, c'est un facteur de succès. J'ajouterai aussi nos partenariats dans la communauté qui sont extrêmement importants. Puis ça nous permet de proposer des activités où les jeunes vont vivre des réussites et se sentir valorisés. Et enfin, pour nous, c'est aussi une solution qu'on propose qui prend en compte les intérêts puis le modèle culturel qui les attire sans chercher à les en éloigner, en fait. Pour nous, c'est important que les jeunes se sentent écoutés puis respectés dans leur définition identitaire par rapport à leur modèle culturel. Puis, les facteurs de succès, ce sera le dernier point de ma présentation pour arrêter de faire un monologue. Par rapport au partage harmonieux dans l'espace public, en fait, on n'a pas de données quantitatives extrêmement précises. On observe par contre une diminution vraiment importante des actes de vandalisme chez les jeunes qui se sont engagés dans les différents projets du studio de musique. Et ça, c'est quand même quelque chose d'important. On observe aussi que pour nous, c'est une bonne façon de valoriser les jeunes dans le quartier par le partage de leur création dans l'espace public, comme ce que je vais pouvoir faire avec vous aujourd'hui. Il y a aussi un renforcement du sentiment identitaire et d'appartenance à leur quartier, Mercier Ouest, notamment avec le projet Mercier Ouest, Ouais Ouais. Et ça leur donne l'occasion de présenter leur musique lors d'événements publics. Alors, on s'entend qu'en ce moment, c'est peut-être moins le cas vu que la diffusion de la culture est un peu en pause, mais toujours est-il qu'on a du matériel pour qu'ils puissent participer aux fêtes de quartier, à la fête du HLM, etc. Puis, pour finir, avant de vous diffuser un extrait de la chanson, on vient d'être, là, je vous disais qu'on a une soirée par semaine, on vient d'être accepté pour développer davantage ce projet de studio, puis on est extrêmement heureux, soutenu par le ministère de la Sécurité publique sur 3 années. Et donc, on cherche actuellement un intervenant qui va être à temps plein et qui va opérer le studio à temps plein chez nous. Alors, avis aux intéressés, l'offre d'emploi va paraître sous peu. Voilà. Alors, on sera à diffuser le bout de la chanson. Un gros merci, Lucie. Et avant qu'on la diffuse, Vanessa, peut-être juste vous rappeler que ceux qui auront des questions pour Lucie ou pour les 3 autres panélistes, tout au long des présentations, vous pouvez inscrire dans la boîte de discussion vos questions et commentaires. Et ça me fera plaisir de faire les questions de relance à la fin des 4 présentations. Alors, Vanessa, c'est à ton tour. Mercier Ouest, ouais, ouais, c'est nous les best. Ouais, ouais. 197, ouais, ouais, tu peux pas tester. Ouais, ouais. Mercier Ouest, ouais, ouais, c'est nous les best. Ouais, ouais. 197, ouais, ouais, tu peux pas tester. Ah, je suis tellement le quartier est blindé, j'ai baissé la vie, tu voulais te faire blindé dans la charbonnière du bras, avaler ma paix, ça papa est parti, c'est moi charbon de la maison. Fais pas fou, tu sais que j'ai raison. Je me demande si un jour t'as raisonné. J'ai enfilé les gants et le costard, mets-toi à couvert quand t'entends. Ça nous donne quand même une bonne idée, chère Lucie. J'imagine que les gens qui souhaitent entendre l'extrait au complet, il y a moyen de l'entendre sur votre site web? On pourrait le faire. Je vais partager le lien dans le chat. Super, un gros merci, Lucie. Merci pour ta présentation, fort instructif. S'il y a des questions, en fait, on t'invite déjà
à envoyer ta demande d'emploi et les partenaires la feront circuler dans leurs réseaux respectifs. Alors, il me fait plaisir maintenant de vous présenter notre deuxième panéliste. Alors, je vous présente Kémy Saint-Éloi, coordonnateur de milieu à Prévention Pointe-de-l'Île. Kémy est bachelier en psychologie. Il a toujours été passionné par ce qui définit l'humain et c'est ce qui guide son comportement. Excusez-moi. Cette passion l'a d'ailleurs mené à se rapprocher des arts de la scène, tels le théâtre, l'animation et le jeu d'acteur. En 2013, il a fait le saut dans l'univers du cinéma professionnel dans le film Noir d'Yves-Christian Fournier. Depuis, il a pris part à de nombreux projets télévisuels. En 2018, il fonde sa boîte de production audiovisuelle Les Produits Animar et en parallèle, il travaille comme coordonnateur d'une équipe d'intervention. Il tente à travers les différentes sphères de sa vie de trouver un fil conducteur dans l'objectif de contribuer au développement social. Ce que Kémy va nous présenter aujourd'hui, c'est le projet Civisme. En 2015, l'arrondissement Rivière-des-Prairies, se situant dans l'est de la ville de Montréal, fait face à une problématique émergente d'incivilité chez les jeunes, principalement à Rivière-des-Prairies. En effet, le personnel de l'école, les citoyens et les propriétaires de commerce de l'arrondissement rapportent des actes d'inconduite. Ces actes se traduisent par de l'intimidation, du langage vulgaire, du non-respect des personnes et du matériel. Le manque d'hygiène personnelle est bien plus encore. C'est pour ces raisons qu'une collaboration entre Prévention Pointe-de-l'Île et l'école secondaire Jean Groulx a été mise sur pied. Je demande maintenant à Kémy de nous présenter le projet Civisme. Bonjour tout le monde, merci beaucoup Sylvie. Ça me fait plaisir d'être avec vous ici aujourd'hui. Donc, moi, c'est Kémy Saint-Éloi, comme Sylvie l'a dit. J'œuvre chez Prévention Pointe-de-l'Île. Prévention Pointe-de-l'Île, qui est un organisme qui œuvre dans l'est de l'île de Montréal en travaillant le sentiment de sécurité urbaine à travers l'intervention, la prévention et l'animation. Et aujourd'hui, je vais vous parler du projet Civisme, qui se divise en deux volets, mais il y a un volet sur lequel on va le plus s'attarder aujourd'hui, qui va être la production d'un court-métrage. Donc, on va pouvoir passer à la prochaine diapositive. On a décidé d'utiliser l'art pour conscientiser les jeunes et sensibiliser leurs pairs. De quelle manière le projet a créé un espace pour les jeunes dans la ville? Le projet se divise en deux volets, mais on va se concentrer sur le deuxième. Le premier volet s'offre dans le cadre des cours d'éthique et culture religieuse dans l'école secondaire Jean Groulx pour tout le premier cycle, donc c'est-à-dire le secondaire 1 et secondaire 2, à raison de 2 activités par année, et ça vise à mettre en place des débats en classe sur le sujet du civisme, dans l'optique d'ouvrir les esprits critiques, de développer une conscience sur l'importance du civisme à travers les comportements. Le deuxième volet, lui, consiste à créer un court-métrage tout au long de l'année sur des sujets de sensibilisation prédéterminés conjointement avec les élèves de l'école, la direction de l'école et Prévention Pointe-de-l'Île. Donc, tout au long de l'année, plus ou moins 20 jeunes apprennent la scénarisation, la réalisation, le jeu d'acteur et la technique pour produire un court-métrage. Le résultat final est présenté aux élèves de l'école dans l'objectif de les sensibiliser à certains comportements. On va pouvoir passer à la prochaine diapositive. On va rentrer dans le vif du sujet. On va parler du volet parascolaire qui est le court-métrage. Prochaine diapositive. On commence par la scénarisation. Bien sûr, on ne peut pas produire un film ou un court-métrage sans passer à travers la scénarisation. Donc, la première des choses, c'est que les élèves apprennent et cogitent sur les sujets reliés au civisme qu'ils aimeraient ramener dans l'histoire. Donc, en même temps d'être artistique, on les force à faire un remue-ménage puis à voir c'est quoi les enjeux qui les touchent et qu'ils aimeraient travailler à travers ce court-métrage. Ensuite, ils apprennent les rudiments de la création d'un bon scénario, donc l'élaboration des personnages, le lieu, la courbe de l'histoire. Bon, c'est sûr qu'à travers le projet, ils ne passeront pas à travers toute la scénarisation d'un film, mais c'est suffisant quand même pour leur donner la petite piqûre. Si jamais ils veulent aller plus loin là-dedans, ils auront des petites bases. Ensuite, ils apprennent à travailler avec des logiciels professionnels pour produire un résultat avec un format professionnel. Donc, à ce moment-là, ils sont capables de voir un scénario écrit professionnellement, mettons, pour envoyer à Netflix, à quoi ça ressemble, puis c'est sur quel format. Donc, c'est sûr que c'est valorisant pour les jeunes. On passe à la prochaine diapositive. La réalisation, le deuxième volet qu'on explore. Donc, on commence avec une introduction à la structure d'un plateau de tournage et les personnes qui y travaillent. Donc, je vais faire un résumé rapide. Ce qu'il faut savoir, c'est que le réalisateur sur un plateau de tournage est un peu comme le chef d'orchestre. Donc, c'est important qu'il comprenne tout ce qui se passe et comment ça se passe.
Donc, c'est pour ça qu'on commence avec l'introduction au plateau. Ensuite, on fait une introduction au matériel nécessaire pour réaliser un film. Donc, on leur apprend c'est quoi un scénario-image. En anglais, c'est le terme storyboard pour ceux qui sont familiers. Donc, on colle des images pour avoir une idée de à quoi on veut que le film ressemble. Ensuite, on a le découpage technique pour structurer le film. On les apprend le vocabulaire cinématographique pour que lorsqu'ils communiquent avec le reste de l'équipe, qu'on va produire le court-métrage en fin d'année, ils utilisent les bons termes, les termes qui sont vraiment utilisés dans le milieu. Et ensuite, on s'attaque au scénario pour inclure tous ces apprentissages-là avec le film qu'on est en train de produire. Ensuite, on a le jeu d'acteur, ça c'est mon petit volet préféré. Donc, on travaille avec les jeunes le jeu d'acteur. On commence avec le rôle d'un acteur. Donc, c'est quoi son rôle sur un plateau de tournage? Ensuite, on y va avec l'analyse du texte. On regarde ensemble le scénario qui a été écrit et qui inclut des thématiques du civisme et on essaie de comprendre ce que les scénaristes ont voulu traduire comme message à travers ça. On poursuit avec le jeu devant la caméra, donc comment s'assurer de bien paraître devant la caméra et de traduire ce que le personnage qu'on incarne. Comment bien incarner un personnage en le travaillant des unicités par rapport aux autres personnages et un peu d'improvisation pour se dégourdir et avoir un peu de plaisir. Le quatrième volet, c'est l'équipe technique à ne pas négliger parce que sans eux, il n'y aurait pas de court-métrage, il n'y aurait pas de film. C'est eux autres qui s'occupent de toute la production audiovisuelle. Donc, la première chose qu'on fait, c'est l'introduction au matériel audio. Donc, ils apprennent comment utiliser un moniteur audio, un micro, une perche et tout le matériel audio. Ensuite, on y va avec la production, l'introduction au matériel de production visuelle. Donc, tout ce qui est caméra, lentilles, éclairage, on leur apprend comment les utiliser et à quoi ils servent. Ensuite, on fait une présentation des différents rôles qui composent l'équipe pour savoir avec qui ils travaillent et comment le travail se divise entre eux. Et ensuite, on leur apprend le langage audiovisuel pour qu'ils parlent le même langage que le réalisateur sur le plateau lorsqu'on réalise le court-métrage. Prochaine diapo. Donc ensuite, il y a la post-production. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour que les jeunes puissent se concentrer sur le cœur du projet, on s'assure que la post-production soit faite à l'externe par ma boîte de production audiovisuelle. De cette manière-là, ça permet aussi d'avoir un produit fini de qualité et dont ils vont être fiers lorsqu'on le diffuse. On va passer à la prochaine diapositive, la diffusion. Donc, ce qui est vraiment plaisant avec ce projet-là, c'est qu'en début d'année scolaire suivante, les élèves qui ont participé au projet, ils se voient remettre une copie du projet. Donc, le court-métrage leur est remis soit par CD, par envoi courriel ou sur une clé USB, et c'est diffusé sur les plateformes de l'école et aux réunions de parents. Donc, les élèves se voient vraiment valorisés à travers toutes ces méthodes-là. Ensuite, on utilise la méthode d'intervention par et pour les jeunes à travers ce projet-là. Donc, c'est important pour nous que les jeunes puissent utiliser eux-mêmes leur voix pour parler à leur père de problématiques qui les concernent. Donc, c'est pour ça qu'on met vraiment de l'avant. C'est sûr qu'il y a d'autres méthodes d'intervention qui sont en parallèle, mais celle-là rejoint vraiment leurs amis à eux, leurs camarades de classe à eux. Pourquoi est-ce qu'on a choisi cette formule-là? Donc, premièrement, c'est pour trouver une manière innovatrice d'impliquer les jeunes. Donc, pour mieux les accrocher, on y va avec un projet qui répond à leurs besoins de créativité et d'apprentissage. On a une plus grande portée des résultats. Donc, comme je l'ai dit, comme le produit final est un vidéo ou un court-métrage, c'est facile de le diffuser et de le faire avoir une plus grande portée. Ensuite, on a la valorisation des jeunes. Les jeunes qui participent au projet reçoivent beaucoup de gratification pour leurs efforts, que ce soit de la part du personnel de l'école, des parents, des membres de la communauté. On va se le dire, à cet âge-là, passer à la télévision, c'est gratifiant. OK? Donc, ça les aide. Ensuite, on a un rayonnement social. Donc, à travers le produit fini, ça leur permet de rayonner auprès de leur communauté. Puis c'est quand même un aspect très important pour eux parce que certains jeunes de l'école n'ont pas une très bonne presse dans la communauté, justement à cause des actes d'incivilité. Donc, c'est une façon positive de rehausser l'image de l'école et des élèves qui la fréquentent. Et ensuite, ben, certains jeunes se découvrent des passions, des habiletés, et voilà. Maintenant, les facteurs de succès qu'on a pu observer. Premièrement, un retour positif de la part de l'école. Il rapporte entre autres que les jeunes
développent une plus grande sensibilité aux enjeux sociaux, entre autres face à l'intimidation et aux différences sexuelles. Ensuite, il y a un retour positif de la part des élèves. Donc, on passe un sondage d'appréciation et la majorité nous disent trouver le projet dynamique, plaisant et ils disent qu'ils ont appris des nouvelles notions par rapport au civisme qu'ils ne connaissaient pas avant. Le projet permet la diffusion et l'échange par rapport aux thématiques qui sont amenées. Donc, les jeunes ont l'occasion de voir un modèle et de pouvoir échanger sur ces comportements-là qu'ils trouvent adéquats ou non dans la communauté pour éveiller les esprits critiques. Ça favorise une bonne collaboration avec l'école et les partenaires du milieu et ça permet une bonne connaissance cinématographique aux élèves qui participent au projet. Je trouve ça important de nommer aussi que le projet, par la suite, a été repris par 2 autres écoles secondaires de l'arrondissement de Pointe-aux-Trembles, ce qui nous permet quand même de voir qu'ils ont pu juger qu'il y avait une pertinence et un bon rayonnement au projet pour l'acquérir dans leur propre école. Donc, on pourrait terminer avec un petit extrait un trailer du projet qui a été mené l'année dernière pour qu'on ait une idée de ce à quoi ça ressemble. Mathème, tu sais, t'es forte, ma grande. La consommation du cannabis va être légale. Pas avant l'âge de 18 ans. Avant l'âge de 18 ans, la consommation de cannabis est strictement interdite. Et puis, avant l'âge de 18 ans, ça a des effets néfastes pour le cerveau, la consommation, puisque le cerveau est encore en restructuration. Hein? Et puis, entre vous et moi, la consommation d'alcool, de cannabis, ça n'a jamais réglé aucun problème, pas vrai? On sait que le respect de l'environnement scolaire et des autres, c'est important. C'est même écrit dans le code de vie, là. Nous, les élèves de l'école secondaire Jean-Louis, On est capable d'en avoir. Des bonnes idées. Donc, on vous invite tous à rejoindre le mouvement du projet civisme pour avoir une école propre, respectueuse et civilisée. Voilà. Merci beaucoup tout le monde. Un grand merci, Kimi, pour cette éloquente présentation et ce petit bout de film qu'on voit quand même déjà la fierté dans les yeux de ces jeunes-là. On y reviendra tantôt parce que je vois déjà des beaux parallèles entre le travail que vous faites dans la Pointe de l'Île et dans Mercier-Ouest. On a déjà des questions aussi qui sont dans le chat que je poserai à la fin des présentations comme convenu au début de la rencontre. Alors, un grand merci pour ta présentation, Kimi. Merci, Sylvie. Je me permets maintenant de vous présenter la 3e panéliste. Donc, je vous présente Mme Katrina Journeau, directrice et cofondatrice de Primadanse. Katrina Journeau est la cofondatrice et directrice générale de l'organisme à but non lucratif Primadanse. Entrepreneur et artiste depuis toujours, Katrina a su jumeler sa passion pour la danse et le monde des affaires en créant sa propre entreprise d'économie sociale, Primadanse. Son but étant de faire une différence chez les jeunes en leur permettant de développer leur plein potentiel physique et psychologique, tout en respectant leurs limites et leur offrant un environnement sain et surtout sans jugement. Le projet Primadanse est un organisme à but non lucratif dont la mission est d'utiliser l'art de la danse comme moyen d'intervention sociale auprès des clientèles dites vulnérables. Depuis maintenant 10 ans, cette équipe près des jeunes et de leur réalité offre des ateliers d'art communautaires afin de valoriser l'affirmation de soi et l'ouverture à l'autre, le tout dans un environnement inclusif, sécuritaire et respectueux de tous. Grâce à des exercices coopératifs, créatifs, des discussions, des échanges, Primadanse a réussi à outiller les jeunes de toute communauté en lien avec des enjeux de société avec lesquels ils sont confrontés quotidiennement. Alors, la parole est à toi, Katrina.
Merci Sylvie, c'était très bien présenté. Merci beaucoup. Dans le fond, je pense que pour commencer, qu'est-ce qui est intéressant à dire, c'est que je pense que tous les organismes aujourd'hui, puis qu'on a vu aussi dans les autres panels, c'est qu'on essaie de différentes façons de développer en fait des habiletés sociales puis des habiletés personnelles qui vont nous aider en fait à se respecter soi-même, à respecter les autres et par conséquent de diminuer la violence dans le fond. Fait que je pense que c'est tous des facteurs de développer ces compétences-là pour une meilleure santé, un bien-être physique et mental, puis qu'à moyen terme, mais ça prévient les troubles d'anxiété, les troubles agressifs, etc. Donc, Primadanse, pour développer cette affirmation de soi, cette identité individuelle et d'ouverture à l'autre, c'est vraiment par notre outil, c'est vraiment des ateliers. Donc, comme on dit dans la présentation, soit des ateliers en présentiel ou maintenant avec la COVID, on a fait aussi en virtuel, on s'est adapté. Et notre moyen, c'est vraiment l'engagement, l'interactivité. Fait qu'on veut vraiment que ça soit par l'action que les participants, les participantes puissent comprendre le message. Donc, autant, oui, le corps, la danse, mais aussi dans les discussions, les échanges, dans le retour des exercices. On va même visionner parfois des vidéos durant les ateliers. Et toutes ces discussions-là, l'interactivité, pour nous, c'est très important. Et bien sûr, finalement, le nom le dit, notre approche, c'est la danse. Donc, pour nous, la danse, c'était vraiment l'approche qui était facile à nos yeux parce que, en fait, c'est une façon avec le non-verbal, une façon de s'exprimer qu'on n'a pas besoin de la langue parce qu'on sait que parfois la langue, ça peut être un obstacle. Autant pour quelqu'un que le français, ce n'est pas sa première langue, mais aussi, des fois, c'est difficile de verbaliser ses émotions. Et souvent, tu sais, la violence, ça vient souvent d'une réaction spontanée, d'une intensité d'émotion qu'on ne sait pas bien gérer. Et là, d'un coup, ça sort sans qu'on ait pensé que ça allait sortir, en fait. Donc, la danse, ça nous permet de prendre conscience de soi-même, de se connecter avec son corps, avec la musique, comment on se sent à l'intérieur, de se poser des questions aussi. Donc, c'est vraiment pour nous une façon de s'exprimer, de communiquer autrement, puis d'apprendre sur soi, puis par le fait même d'apprendre sur les autres en même temps. Donc, on trouvait que c'était vraiment une belle approche, d'autant plus que c'est de plus en plus accessible, pas besoin de gros accessoires, d'outils, etc. On peut le pratiquer de façon individuelle, on peut le pratiquer de façon en équipe. C'est vraiment une façon de s'approprier puis accepter son corps aussi, qui est une problématique quand même assez présente chez toutes les tranches d'âge, je dirais. Et il y a le côté sportif de la danse, qu'on peut vraiment travailler le cardio et tout, puis le côté un petit peu plus artistique, créatif. Donc, on aimait vraiment ce bel équilibre-là. Et en plus, ce qui est intéressant, je trouve, à mentionner avec la danse, c'est dans l'histoire de différents styles de danse. Par exemple, le crump, qui est une danse urbaine, si on veut le hip-hop pour ceux qui ne sont vraiment pas dans le milieu. Mais certains styles de danse urbaine, c'était vraiment une réponse à des luttes, à de la discrimination. Donc, le crump, c'était vraiment par rapport aux émeutes raciales, aux gangs de rue. Et c'était vraiment pour essayer de diminuer les conflits entre les quartiers et vraiment une façon de s'exprimer autrement que par la violence. Donc, même par son histoire, la danse était utile. Donc, avant de continuer dans mon monologue, je vais demander qu'on mette la petite vidéo. C'est un extrait seulement qu'on vous met, comme qu'on n'a pas beaucoup de temps, qui parle de Primadanse. Ces ateliers-là vont donner de la confiance aux jeunes, vont leur faire prendre conscience de leurs différences, puis de comment s'affirmer dans ces différences. Ça peut nous aider à s'émanciper, à être plus confiants, à être plus heureux en bout de ligne, je pense. Les enfants se laissaient emporter, regardaient la chorégraphie, essayer de créer en équipe. Le fait d'être toujours entouré de plein de monde, ça enlevait cette crainte-là d'être jugé par les autres, donc c'était pratique. They also integrated a few lessons in it, about gender stereotypes, homophobia, and all that stuff. And I personally found it was a really modern way to introduce that subject to kids. Teens have a very quick tendency to copy what they see. And I find that with these workshops, it really helps develop a critical eye and to be able to say, why is that artist acting that way? C'était pas ennuyant, genre on voulait tout le temps écouter, puis c'était... Ils sont très bien présentés, ils sont vraiment fins, c'était vraiment drôles, fun. Ils sont gentils. Oui, ils dansent bien. C'était une belle expérience. Pour moi, personnellement, la danse a été ma manière de m'intégrer parce que je viens pas du Canada.
Pour moi qui parlais pas français, qui parlait pas aucune langue, là, j'étais comme... Je me sentais avec tout le monde parce qu'on n'avait pas besoin de se parler, on faisait juste danser. Merci. Parfait. Donc ça, c'était vraiment la mission, c'est ça, plus générale de Primadanse. Et dans le fond, on travaille avec différents projets. Fait que c'était de vous parler rapidement de différents projets qu'on a pu collaborer avec différents partenaires. Je vais en parler plus de 2 aujourd'hui. Qu'est-ce qui est intéressant, je pense, à dire, c'est que peu importe le projet, puis qu'est-ce que j'entendais aussi des autres panélistes, c'est vraiment le fait de travailler en concertation. Donc, de travailler avec les partenaires du milieu, ceux qui connaissent les jeunes, qui connaissent comment s'adapter. Donc, nous, après, par la suite, on aime élaborer un plan de cours qui est sur mesure, qui est personnalisé. Donc, pour nous, c'est super important. Et on a aussi parlé de l'appropriation des lieux. Donc, je pense que ça aussi, c'est vraiment un facteur important à considérer. Donc, des fois, une cuisine dans un centre d'hébergement pouvait devenir un lieu positif. Donc, les parcs, maintenant aussi, avec la COVID, on a dû s'approprier les espaces publics sans faire de rassemblement, mais on a pu découvrir quand même différentes parties de la ville. Puis aussi, un nouveau défi cette année, le virtuel. Comment développer un espace qui est justement inclusif et dans le respect avec le virtuel. Et un des projets concrets là-dessus, ça a été avec la fondation du docteur Julien. Ça a commencé avec une subvention qu'on a pu les voir l'autre été. Pendant une semaine complète, on les voyait chaque jour. Et comme ils étaient un peu plus jeunes, on misait vraiment sur le côté d'ouverture à l'autre, de pouvoir s'affirmer, de trouver sa place en tant qu'individu, en tant que citoyen dans son quartier, pour finalement, après, avoir des répercussions positives autour de soi. Et ça a tellement bien été. À la fin, il y avait un petit spectacle même que les jeunes devaient faire et les parents sont venus. Et ça, pour la Fondation du docteur Julien, les gens disaient « ça se peut pas ». D'habitude, les parents ne sont pas impliqués. C'est la preuve que les jeunes, chaque jour, revenaient en partageant leurs connaissances et pas juste chorégraphiquement parlant, mais qu'est-ce qu'ils avaient appris et discuté avec les intervenants. Et finalement, le vendredi, tout le monde était présent et la fierté qu'il y avait là. Donc, finalement, on a continué le projet, on allait chercher d'autres sous. La Fondation de Dr. Julien est allée en chercher de son côté aussi. Donc, on a travaillé ensemble pour pouvoir continuer le projet. Et après, la COVID est arrivée, donc on a continué malgré tout. C'est là qu'on est allé dans des sous-sols d'église, dans des espaces publics, dans les parcs, pour pouvoir vraiment s'ajuster, s'adapter parce que les jeunes ne voulaient pas arrêter. Et depuis janvier, on a même essayé le virtuel parce que là, essayer dans les parcs en hiver, ça va un peu plus mal. Donc, on a décidé le virtuel, puis sur le coup, tout le monde était un petit peu plus craintif, est-ce que ça va fonctionner? Puis pour l'instant, super positif aussi. Puis qu'est-ce qui est super intéressant de voir, c'est que les frères, les sœurs arrivent devant l'écran, puis au début, les parents sont cachés, mais finalement, les parents y embarquent aussi. Donc, c'est vraiment intéressant de voir que ça a touché tout le monde. Et les responsables nous disaient à quel point que ça avait des répercussions après, justement, dans leur famille, puis même à l'école. Tu sais, les enfants nous disaient « Aïe, je suis vraiment moins fâchée. D'habitude, je suis tout le temps fâchée, puis là, comme avec le cours, je suis vraiment moins fâchée. » Tu sais, fait que c'était plein de petits détails de même. Moi, mes vrais amis, c'est au cours de danse, même si on les voit, tu sais, 1 fois par semaine, là. Donc, c'était vraiment des belles réactions qu'on a eues des jeunes. Fait que c'était un beau projet. Et rapidement, un autre projet qu'on a fait, c'était à Montréal-Nord cette fois-ci. Le projet s'appelait Avatar. Puis c'était avec le service de police de Montréal, plus précisément, dans le fond, c'est l'agent en socio-communautaire de Montréal-Nord. Et eux autres, ils voulaient qu'on cible les 9-13 ans parce qu'ils se disaient qu'à Montréal-Nord, c'était là qu'il y avait le plus grand taux de violence conjugale ou violence dans les relations amoureuses et familiales. Donc, ils voulaient vraiment prévenir très tôt pour donner une alternative, en fait, à la violence. Donc, vraiment, la police et l'Institut du Pacifique, qui était déjà sur le projet, a demandé à Primadanse d'embarquer. Et on est allé directement dans les écoles primaires cette fois-ci. Et les écoles primaires ciblaient des groupes ou des individus vraiment précisément pour pouvoir donner ces ateliers-là. Donc, on voyait pendant, encore une fois, le même groupe de jeunes 4, 6, 7, 8 fois. Le projet est encore en cours, en fait. Donc, fait que ça aussi, ça a été un beau projet de concertation, différents organismes qui travaillent ensemble. Et en plus, c'est qu'on commence dans le milieu scolaire, mais après les ateliers de Primadanse, c'est de leur faire découvrir les organismes communautaires qui existent dans leur quartier pour savoir qu'est-ce que je fais lorsque, justement, je me sens un peu démunie et tout.
Et là aussi, déjà, on a eu des belles réactions. Tu sais, par exemple, on leur donne des idées d'exercices à faire inspirés de la méditation ou du kickboxing. Puis là, les jeunes nous disaient, OK, moi, quand je suis plus capable de ma famille, mais là, je fais votre exercice de kickboxing parce que ça me calme les nerfs un petit peu. Ou avant un examen, là, d'habitude, là, je deviens comme intolérable envers tout le monde qui est autour de moi. Puis là, je fais l'exercice de respiration, puis ça va mieux. Donc, ça aussi, c'est peut-être des petites réactions qu'on était vraiment contents de voir de la part des jeunes. Et un dernier projet que je vais vous montrer de façon vidéo, parce qu'ils ont monté leur propre vidéo. Ça aussi, c'était à Saint-Léonard, dans le fond. Et dans le fond, ça aussi, c'est en partenariat avec l'Association de Place Normandie et avec le CIUS du Centre-Sud de l'île de Montréal. C'était pour valoriser plus vraiment la santé mentale chez les jeunes, parce que ça s'est fait cet été pendant la COVID et c'était pas facile pour eux. Donc, vous allez voir, c'est pas professionnel du tout. Vous allez voir que c'est super naturel, qu'est-ce qu'ils ont fait comme petit vidéoclip de danse. Alors, ça donne une petite idée de qu'est-ce qu'on peut faire concrètement. Il y en a qui sont moins gênés et qui sont prêts à faire la caméra. C'est sûr qu'il y en a d'autres qu'on ne fait pas nécessairement de présentation là, parce qu'on est beaucoup dans le processus. Donc, on est vraiment ouvert à la concertation et collaboration. Fait que pour n'importe quel projet des arrondissements de l'île de Montréal, on est super ouvert. Et nous aussi, là, comme le projet Harmonie, on a reçu aussi une subvention de la sécurité publique pour pouvoir faire un projet dans Hochelaga-Maisonneuve. Donc, on pourra collaborer. Donc, ça va être le fun de voir ce qu'on peut faire. Donc, ça va être au printemps et l'été aussi avec un camp de leadership et ça va continuer cet automne en version virtuelle, présentielle, scolaire, communautaire. Donc, super ouverte au partenariat avec tout le monde ici. Merci beaucoup, Katrina. Je constate l'évolution de l'organisme parce qu'on s'est connus il y a déjà plusieurs années. Alors, bravo pour ce beau travail-là. Et en fait, j'aurais envie de dire que c'est quand tu vois les autres danser que tu réalises que tu n'as vraiment pas de rythme. En tout cas, moi, je n'aurais pas ce look-là. Hein. C'est vraiment, elles sont très bonnes. Merci beaucoup. On aura probablement des questions pour toi, peut-être, Katrina, tantôt. Alors, merci pour ta présentation. Merci. Alors, je vous présente maintenant la dernière panéliste et non la moindre. Je vous présente Karine Lavoie, directrice générale de Cirque Hors Piste. Alors, le projet, attendez un petit peu, il faut juste que j'aille chercher mon petit texte. Alors, Karine Lavoie détient plus de 20 ans d'expérience en cirque social, à la fois comme formatrice dans différents pays du monde, conseillère en formation au Cirque du Soleil, conférencière et aujourd'hui comme directrice générale de l'organisme Cirque Hors Piste. Elle a accumulé une solide expertise en intervention psychosociale, ayant travaillé plus de 10 ans avec les personnes en situation d'itinérance ou vivant en grande précarité. En plus de son expérience dans le milieu de l'intervention psychosociale, Karine a travaillé comme artiste de cirque dans différents événements et festivals. Après avoir parcouru de nombreux pays dans le monde, elle se consacre maintenant entièrement au développement du cirque social à Montréal et au Canada, avec la solide conviction que le cirque est un vecteur de transformation sociale dans les communautés. Le projet Cirque Hors Piste est un organisme montréalais dédié à l'intervention en cirque social. L'organisme utilise les arts du cirque pour proposer aux jeunes marginalisés ou à risque d'exclusion un parcours alternatif de développement personnel avec un accompagnement social qui leur permet d'avancer et de s'épanouir comme citoyens-citoyennes. Son impact auprès des individus en situation de précarité est sans équivoque en plus de contribuer plus largement au mieux-être collectif dans sa communauté. Alors, Karine, le micro est à toi.
Merci Sylvie, merci pour cette belle présentation. Puis c'était vraiment un plaisir pour moi d'être ici aujourd'hui puis de partager le panel avec mes collègues. Je suis super inspirée par tout ce que j'ai entendu jusqu'à présent. Donc moi aujourd'hui, en 12 minutes, je vais vous faire une mise en bouche là, de c'est quoi Circorpis, c'est quoi son approche, puis quelques exemples concrets là, de comment on donne des espaces de parole et de transformation pour les jeunes. Donc, comme l'a mentionné Sylvie tout à l'heure, donc Circorpis, c'est un organisme en cirque social. On utilise les arts du cirque comme outil d'intervention sociale. Donc, pour nous, le cirque, c'est un prétexte. Le cirque, c'est notre médium. Tout est basé sur le processus, dans le fond, pour atteindre différents objectifs sociaux. Donc, on est né en 95. On a été créé par le Cirque du Soleil initialement, qui souhaitait redonner à la communauté. Puis je le nomme parce que ça a quand même eu une influence sur comment notre approche s'est développée. C'est-à-dire que le Cirque du Soleil a créé des partenariats avec des organismes qui travaillaient en itinérance à Montréal. Donc, rapidement, on a été ancré là, dans le milieu de l'itinérance jeunesse. Puis, après ça, en 2011, là, on est devenu un OBNL en soi, c'est là que le nom Circorpis là, a été choisi à cette époque-là. Avec qui on travaille? On travaille avec des jeunes qui sont âgés entre 15 et 30 ans. Comme je mentionnais, c'est particulièrement des jeunes en situation de grande précarité, situation d'itinérance ou en rupture familiale, peut-être des jeunes souvent qui vivent des enjeux au niveau de la santé mentale. Mais ce qui est important pour nous, c'est que quand ils traversent notre porte, ces étiquettes-là, on les enlève, on prend le jeune ou la jeune où est-ce qu'il est ou qu'elle est au moment de la rencontre. Puis on essaie d'offrir des espaces où est-ce que pour eux, tout est possible. Puis où est-ce qu'ils peuvent sentir qu'ils peuvent reprendre un contrôle sur leur parcours de vie. Là, vous voyez à l'écran, dans le fond, plusieurs de ces beaux jeunes-là, mais aussi le statement en bon français là, qui, pour nous, guide l'ensemble de nos actions. C'est-à-dire, pour nous, on croit fortement que les jeunes marginalisés ou à risque d'exclusion ils devraient pouvoir contribuer pleinement à leur communauté, qui se trouverait enrichie de leur créativité puis de leur résilience. Puis on souhaite bâtir une société qui permet à tous ces jeunes de s'épanouir comme citoyens à part entière. Vous allez voir éventuellement défiler aussi plusieurs photos des jeunes en action. Puis peut-être autre élément là, qui a un peu marqué notre développement, puis qui contextualise quand même notre approche là, que je parlais après, c'est qu'on est né dans les années 95, puis en même temps, dans le milieu de l'itinérance, c'était un moment où est-ce qu'il y avait comme différentes nouvelles approches alternatives qui étaient développées. C'était des nouvelles approches qui avaient dans l'objectif de prendre en compte les jeunes plutôt que de prise en charge. Fait qu'on était vraiment dans cette transformation-là. Donc, dans l'idée de voir les jeunes comme partie prenante de leur milieu. Notamment, il y a eu tous les projets d'intervention par les pairs. Donc, le père et pour est un peu, je ne dis pas que c'est né là, mais a pris de plus en plus de place là, dans l'intervention itinérance. Puis, après ça, donc ça a comme vraiment guidé le développement de notre approche. Là, vous voyez des éléments qui définissent notre approche, puis qui, je fais un lien directement entre les espaces que ça peut créer pour les jeunes. Donc, un élément fondamental pour nous, c'est le tandem social-cirque. Donc, notre équipe est constituée d'intervenants sociaux et d'instructeurs de cirque qui, ensemble, là, travaillent sur le terrain dans l'ensemble de nos projets, dans le fond. Donc, oui, l'intervenant social a cette compétence-là d'intervention. Puis, après ça, l'artiste de cirque peut aussi, des fois, faciliter la création de liens avec les jeunes. L'espèce d'attractivité de l'artiste vient vraiment appuyer cette création de liens-là. Un autre élément qui est hyper important, c'est la valorisation de la marginalité. Puis ça fait partie aussi de l'historique des arts du cirque. Donc, tu sais, dans l'histoire,
départ, hein, le cirque, c'était un peu les gens différents qui étaient valorisés dans les spectacles. Mais pour nous, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que hey, ta différence, si tu viens à Cirque Orpis, au contraire, on va la valoriser, on va s'en servir, etc. Un autre élément, la diversité de l'outil cirque, c'est-à-dire que les arts du cirque, hein, on peut aller de la jonglerie à la pyramide humaine, les jeux théâtraux, les arts clownesques. Donc, la diversité de ces outils-là nous donne plein de leviers possibles d'intervention auprès des jeunes. Donc, par exemple, avec la jonglerie, on peut travailler un peu plus le focus, l'aspect de persévérance dans la concentration. Avec la pyramide humaine, bien, il va y avoir toute la question du travail d'équipe, de prendre soin de l'autre, d'avoir la confiance, de s'entraider dans un mouvement, etc. Un autre élément, je ne vais pas toutes les nommer parce qu'il y en a plusieurs. Là. Je vais avoir du temps pour vous parler d'exemples concrets. Mais un autre élément qui est super important dans notre approche, c'est vraiment le lien avec la communauté pour nous de développer. Puis il y a plusieurs autres présentateurs qui l'ont mentionné. Donc, l'importance de la concertation puis de l'ancrage dans la communauté, bien, ça nous permet justement de développer des espaces, puis notamment dans les espaces publics pour donner une place aux jeunes. Donc voilà, puis donc pour vous parler un peu des espaces concrets, puis notamment dans les espaces publics qu'on a créés, je vous donne 2 exemples. Avec le temps, on a développé un volet d'outreach qu'on appelle Circo Vélo. Donc à la base, l'idée, c'est qu'un instructeur de cirque avec un intervenant social va dans les espaces publics pour aller à la rencontre des jeunes, souvent des jeunes qui ne fréquentent pas les services. C'est un peu comme notre type de travail de rue, là, dans le fond. Puis, à la base, ce volet-là a été créé parce qu'il y avait énormément de répression et de profilage social là, envers les jeunes en situation d'itinérance. Donc, dans l'idée d'utiliser le cirque, l'idée, c'était de donner aux jeunes la possibilité de se réapproprier ces espaces publics-là, puis de façon positive, c'est-à-dire que en faisant du cirque dans les espaces publics, bien, soudainement, le jeune qui faisait du cirque pouvait interagir avec le résident qui était là, puis même que des fois, les rôles s'inversaient, le jeune animait les familles, donc ça pouvait contribuer à changer les perceptions que pouvait avoir la communauté envers ces jeunes. L'autre exemple aussi, c'est qu'avec le temps, on a développé énormément de projets d'intégration socio-professionnelle, puis adaptés aux jeunes avec qui on travaillait. C'est-à-dire que en général, nos jeunes qui sont loin du marché du travail, puis qui ont souvent décroché de l'école, de faire, par exemple, des programmes Emploi Québec de 6 mois, c'était extrêmement long pour eux. Ça ne fonctionnait pas. Donc, on a choisi de développer des projets d'intégration socio-professionnelle plus court terme. On est arrivé avec un modèle de 1 mois où est-ce que le jeune s'engage pendant 1 mois, puis pendant ce mois-là, développe en groupe une création collective qui est ensuite présente dans la communauté. Donc, pour nous, le fait, d'une part, d'avoir des projets plus court terme, mais en même temps engageants, en travaillant avec d'autres jeunes, en développant leur propre code de vie, bien, ça leur permettait à la fin d'avoir le sentiment de oh wow, je suis capable de m'engager. Oh wow, j'ai le goût de rester actif. Puis en même temps, le spectacle à la fin permettait de provoquer des rencontres là, entre les résidents et des fois les commerçants et ces jeunes-là. Donc ça, c'est quelques exemples d'espaces concrets là, qu'on offre aux jeunes là, à travers différents projets. Puis, pour nommer quelques facteurs de réussite, l'exemple, il y a une photo justement qui se passait pendant l'événement hors-piste. Annuellement, on organise, on l'appelle l'événement hors-piste. Dans le fond, c'est notre événement annuel. Ça se passe dans le cadre de Complètement Cirque. Puis, je trouve que cet événement-là rassemble vraiment
tous les facteurs de réussite, encore une fois, pour donner une place de prise de pouvoir pour les jeunes. Donc, d'une part, l'événement est organisé avec plusieurs partenaires, autant communautaires que même corporatifs. Le lieu de l'événement a été choisi en fonction, parce que c'était un lieu où est-ce qu'il y avait énormément de tensions sociales. Donc, on voulait servir de l'événement pour provoquer des nouvelles relations entre les jeunes, mais aussi les résidents, les commerçants. On a développé pour l'événement des espaces d'implication sociale variés pour que autant les jeunes qui pouvaient juste s'engager une demi-journée que des jeunes qui pouvaient s'engager une journée ou un mois pouvaient trouver leur place dans l'événement. Donc, c'est vraiment les jeunes qui créent l'événement et qui animent l'événement. Puis en soi, l'événement, mais c'est une journée d'animation, de spectacle, puis d'activités interactives. Donc, pour nous, de créer des espaces où est-ce que les interactions sont actives, favorise justement cette création de liens avec une population avec qui tu es moins habitué de créer des liens. Donc voilà, en gros, moi, j'ai l'impression vraiment qu'en impliquant les jeunes du début jusqu'à la fin des projets, puis même dans nos organisations au niveau des conseils d'administration, j'irais jusque-là, c'est différents éléments qui permettent vraiment, qui contribuent à ce que les jeunes puissent sentir qu'ils reprennent du pouvoir dans leur vie. Donc, merci beaucoup. Au plaisir de continuer l'échange. Merci beaucoup, Karine. Tu as des superbes photos très colorées, fort agréables à regarder. Je ne sais pas si, Vanessa, tu es en mesure maintenant, pour qu'on puisse passer à la période de questions avec l'ensemble du panel, de fermer le PowerPoint pour qu'on ait accès et que chacun des panélistes puisse ouvrir sa caméra et ainsi répondre aux personnes qui sont dans la salle. Alors, j'ai déjà reçu, merci, tout le monde est de retour. Merci beaucoup encore une fois de vous être prêtés au jeu. Vous avez fait une présentation claire, très dynamique et surtout colorée et très représentative de ce que vous vivez avec vos jeunes. J'ai reçu pendant la période de présentation plusieurs questions. Certaines et certains d'entre vous ont déjà répondu. Toutefois, pour le bénéfice de tous et chacun, j'inviterais, on pourrait ouvrir une petite période de questions pour dynamiser le truc. Il suffit de lever votre main en bas dans l'écran et on va débloquer, vous pourrez débloquer votre micro. Quand vous allez lever la main, je vais dire le nom de la personne qui peut poser la question. On a de la place pour environ 4 à 5 questions et dans ce contexte-là, si les personnes qui ont déjà écrit dans le chat, qui n'ont pas été répondues, peuvent prendre le temps et poser la question de vive voix. Alors, sinon, j'irai avec les questions que j'ai dans le chat, mais ça rend toujours le truc plus dynamique que de m'entendre vous jaser ça. Alors, si quelqu'un est prêt à se lancer, vous pouvez maintenant lever la main pour une personne qui a fait des présentations, Lucie, Katrina, Karine ou Kémy. Peut-être que je peux vous aider en posant la première question que j'ai reçue tantôt. Et à ce moment-là, les autres pourront prendre... Gâtez-vous, là, ils sont là pour ça. Il y avait des belles questions quand même dans le chat. En fait, je crois que je vais commencer avec la première. Attendez un petit peu. Donc, la première question s'adressait à Lucie, Mme Caillère. Quand vous dites que le taux de criminalité est élevé dans votre endroit, vous le comparez à quoi? Entre autres, est-ce que c'est au reste de la ville? Est-ce que c'est plus élevé dans votre quartier? Alors, peut-être donner un peu plus d'informations à ce sujet-là, Lucie? Oui, c'est ça. Bien, c'est sûr que je ne suis pas une spécialiste des taux de criminalité, ce n'est pas ça mon mandat, mais moi, je me baserais pour dire que notre territoire a été en tout cas ciblé pour des événements qui s'y passent régulièrement, notamment pendant la période estivale. Et c'est pour ça qu'il y a eu le module L'Action par projet. Ça, c'est vraiment une équipe spéciale qui est déléguée sur un territoire. Et donc là, en particulier, le HLM La Pépinière
pour répondre à un problème identifié. Fait que ça nous fait dire quand même que si on met une équipe spéciale, ça participe à ce que nous, on peut observer sur le terrain sans parler de chiffres. Faut juste savoir que ce MAP, en ce moment, n'a malheureusement plus lieu d'être à cause d'enjeux de financement, mais les problématiques sont toujours identifiées. Puis je vais peut-être continuer sur les questions qui m'appartenaient encore, si tu veux. Je vais comme faire une réponse complète. Puis, ben, c'est ça. L'autre, c'était pour le développement des gangs de rue. Encore une fois, moi aussi, je suis pas une chercheuse, je travaille pas là-dessus. Je n'irai pas dans une réponse extrêmement précise. Toutefois, l'adhésion aux gangs de rue, je pense que c'est des phénomènes complexes qui prennent racine dans différents facteurs, une multitude de facteurs de risque. Et c'est ce à quoi nous, on fait face, c'est-à-dire que les facteurs de risque sont extrêmement présents. Et je ne dirais pas qu'il y a des gangs de rue officiellement qui sont là, mais il y a une culture des gangs qui est présente. Fait que c'est comme ça que je répondrais. Puis, dans le fond, on a malheureusement vécu des événements isolés, et notamment en juin dernier, de fusillades qui nous amènent à dire que le territoire est particulièrement empreint de ce genre de culture. Je ne sais pas si ça répond à la question de la personne qui est anonyme dans le questionnaire, mais sinon, je peux préciser. Alors, si la personne avait des questions supplémentaires pour Lucie, n'hésitez pas à écrire dans le chat ou à lever la main, sans problème. Il y avait une question aussi pour Primadance, donc pour Katrina. Tu as bien répondu, Katrina, mais pour le bénéfice de tous, on te demandait dans quelle école de Montréal-Nord avaient lieu les activités de Primadance. Oui, c'est ça. Fait que dans le fond, comme on a différents projets, on a visité plusieurs écoles primaires, secondaires, mais pour le projet Avatar que je parlais, c'était Jules Verne. D'accord. Alors, merci pour ta réponse, Katrina. Kimi, tu avais aussi une question en lien avec le projet Civisme. On te demandait comment les jeunes étaient sélectionnés et combien de groupes vous faisiez par année. OK. Donc, au niveau du nombre de groupes, on fait vraiment tous les groupes du premier cycle, donc secondaire 1 et 2. Pour le premier volet dont je parlais, le volet des débats en classe. Maintenant, pour ce qui est du volet parascolaire, on sélectionne environ 20 jeunes, mais l'offre est offerte à tous les groupes. Donc, on doit en sélectionner 20 et généralement, la sélection est faite en collaboration avec l'école qui va nous aider à sélectionner les jeunes les plus prompts à participer au projet, que ce soit par rapport à des jeunes qu'on pense qui sont des influenceurs positifs auprès de leur communauté ou encore des jeunes qu'on aimerait intégrer dans ce genre de démarche-là. Donc, c'est vraiment un peu des deux. Super, merci beaucoup, en espérant que ça répond à la question. J'avais quand même le goût de revenir sur l'ensemble de vos présentations parce qu'il y a quand même des trucs qui sont assez transversales à l'ensemble de vos initiatives. Premièrement, on a parlé de cirque, de musique, de danse, de film. En fait, on a fait le tour de la culture alors que la culture se meurt en ce moment avec vos présentations. Merci de nous permettre de vivre un peu de culture en ce moment. Et merci de les faire vivre encore à nos jeunes, même en contexte de pandémie. Ça démontre à quel point les groupes sont organisés, structurés, surtout très innovateurs. J'ai quand même envie de revenir sur le fait que moi, j'ai constaté différents trucs qui se ressemblent. L'importance du partenariat, ça ressort dans l'ensemble de vos initiatives, que ce soit avec le Cirque du Soleil pour Karine, qui est parti la machine, mais avec le rapport à d'autres groupes qui soutiennent l'initiative et qui s'y impliquent, que ce soit les partenaires corporatifs qui soutiennent aussi vos initiatives au niveau de l'achat de matériel, etc., etc. On voit aussi tout le prétexte à l'intervention. Toutes vos initiatives ont un objectif au final de faire l'intervention, alors que les jeunes ont du fun qui s'en rendent peut-être même pas compte, ce qui est exceptionnel en soi en intervention, que les jeunes puissent vivre une expérience positive, puis en même temps que ça a des impacts positifs sur leur santé physique et mentale. Toute la capacité d'adaptation, je l'ai nommé en début d'entrée de jeu, mais pour les initiatives que vous faites, quand on n'est pas unis, quand on n'est pas rassemblés, qu'on doit le faire par le biais d'une caméra, bravo pour ce travail-là, c'est quand même quelque chose de très remarquable. Et ce qui vous rassemble aussi, c'est le par et pour. C'est une approche qui est connue souvent ou qu'on galvaude, qu'on parle, mais clairement, l'ensemble de vos initiatives, le par et pour est présent. On voit vraiment l'impact de l'implication de vos jeunes. Ça a comme incidence, évidemment, la valorisation, la fierté. On le voit dans les photos, les vidéos, dans ce que vous avez partagé.
On voit cette fierté-là à travers l'œil de vos jeunes. Et au final, ça a un impact majeur sur le développement d'habiletés sociales et personnelles, ce qui est en fait ce qu'on veut tous quand on travaille avec des groupes et dans l'accompagnement. Ces super initiatives-là, bien, ça coûte des sous. J'ai envie de vous entendre un peu sur vos idées de pérennisation. Katrina, tu nous as un peu parlé des fondations, Katrina et Lucie avec le ministère de la Sécurité publique. Et pour Kémy, pour Karine, comment on fait vivre ce genre de projet-là? C'est quoi qu'on met en place? Puis est-ce qu'on se projette? Est-ce qu'on le fait d'année en année? On doit quand même se projeter pour être capable de maintenir. Parce que quand on crée des belles initiatives de même, l'inquiétude, c'est que l'année d'après, on ne puisse plus le faire, qu'on ait créé un besoin et qu'on ne puisse plus y répondre. Alors, quelle est votre manière de pérenniser ce genre d'initiative? Alors, le premier qui a des... Karine, vas-y, chère. J'y vais. Ben, nous, au fait, on est sortis, parce qu'au fait, c'est facile, comme tu dis, Sylvie, de rester dans le financement par projet. Puis, c'est extrêmement difficile de pérenniser une organisation quand tu restes par projet. Donc, nous, rapidement, on a mis en place différentes actions là, au niveau du financement. D'une part, augmenter notre capacité à avoir des revenus autonomes, donc que ce soit par la levée de fonds, mais aussi en développant un volet d'économie sociale, c'est-à-dire on vend des animations, des activités team building, etc., où est-ce qu'on jumelle des jeunes avec des artistes professionnels justement pour aller faire ces animations-là. Donc ça nous amène des revenus autonomes. Et financement au fonctionnement, c'est une grande bataille, mais nous, après 4 ans, on a réussi à avoir notre PSOC, donc Programme soutien aux organismes communautaires. Et c'est pas gagné d'avance justement parce qu'on est une bébite bizarre, là, comme on utilise les arts là, comme moyen d'intervention. On était un des premiers à être reconnu PSOC, puis c'était de changer les perceptions qu'on n'était pas du récréationnel, du ludique, mais qu'on faisait vraiment de l'intervention. Fait que bref, fait que nous, c'est passé par ça, puis vraiment d'avoir des programmes là, qui sont vraiment pérennisés dans le temps. Là, c'est une belle reconnaissance, puis ça vous permet aussi effectivement un financement de base d'être plus structurant pour la suite des choses. Alors, bravo, parce que je sais à quel point ça peut être complexe d'aller chercher le financement de base du PSA. Mais bravo pour ça. Est-ce que quelqu'un d'entre vous voudrait répondre aussi sur sa pérennisation? J'ai d'autres questions qui rentrent dans le chat, alors ne vous inquiétez guère, nous pourrons répondre aux personnes aussi par la suite. Bien, de notre côté, à nous, dans le fond, c'est les mesures de la santé publique, là, la mesure 4.2. Il y a aussi la participation de l'école, donc une partie des fonds sont couverts par l'école puisqu'ils jugent que le projet est pertinent et qu'ils en ont besoin. Puis on a aussi une contribution de la ville. Donc, on n'est pas étranger au concept de devoir coller un peu les choses pour y arriver, mais jusqu'à maintenant, on y arrive. Ce fameux montage financier. Exactement. Et on va dire bravo à Joanne, qui est ta directrice qui ce développement-là. Alors, j'ai une belle question quand même intéressante d'Ariane de Palacio qui demande, pour ceux qui ont développé leur projet dans plusieurs contextes, donc plusieurs écoles par exemple, comment avez-vous adapté votre approche et quels ont été vos défis? Alors, est-ce que quelqu'un d'entre vous voudrait bien répondre à cette question? Je regarde peut-être Kémy et Katrina, que ça pourrait être intéressant aussi. Katrina qui est sur l'île de Montréal, à l'extérieur, je crois aussi. Alors, Kémy, Katrina, vas-y, ce sera Kémy par la suite. Parfait, mais un peu comme je disais au début de la présentation, on prend vraiment le pouls avec chaque client, organisme qu'on va aller rencontrer, que ce soit une école. Puis, tu sais, des fois, les gens sont courts d'informations, mais on leur dit à quel point c'est important, tu sais, qu'on jase avant. Donc, on essaie vraiment de prendre le pouls vraiment avant de faire la première rencontre avec les jeunes. Puis aussi, tu sais, nos intervenants sont très flexibles, ils s'adaptent, ils ont cette capacité-là qu'au premier atelier, ça se peut que le plan de cours qu'on avait monté, c'est pas tout à fait ça. Donc, tu sais, quand on parlait justement par et pour les jeunes, puis de faire animer les jeunes, donc là, on leur demande, tu sais, vous, qu'est-ce que vous voulez? Pourquoi vous vous êtes inscrits? Est-ce que si vous êtes là par obligation, soyez honnête, puis c'est bien correct, tu sais, parce que entre ce que la personne responsable nous dit, puis entre ce que les participants qui sont là, des fois, ça peut être aussi différent. Donc, de prendre le pouls, puis de ne pas être gêné de, oui, s'adapter au prochain atelier, puis de leur demander, eux, du contenu. Tu sais, on leur demande, c'est quoi vos vidéoclips de l'heure? Qu'est-ce que vous avez le goût d'apprendre? Donc, on prend de leur jus aussi. Fait que c'est un bel équilibre qu'on fait comme ça.
Super, excellente réponse, puis en fait très, très claire. Kémy, tu voudrais compléter? Oui, ben en fait, moi, ça ressemble beaucoup à Katrina quand même. En début de projet, on prend vraiment le temps de s'asseoir avec les écoles, puis jusqu'à maintenant, la collaboration avec les écoles a été vraiment superbe. Donc, ça permet vraiment qu'on comprenne le pouls de leur milieu, puis les enjeux qu'eux autres, ils ont pour adapter le projet. Donc, c'est vraiment un peu comme on nommait tantôt l'importance des partenariats solides. Je pense que c'est ce qui a fait toute la différence dans le projet Civisme. Super. Ben, bravo. Et je trouve ça le fun parce que groupe, vous inspirez vraiment les participants au panel. Je me permets de vous lire un spectateur anonyme qui nous dit « Je verrais de belles possibilités pour des collaborations entre projets qui sont tous complémentaires. Exemple, les cinématographes font les montages des spectacles de danse ou de cirque, les danseurs font une chorégraphie sur la musique des chanteurs. Ce serait quelque chose de quand même hot à imaginer. En fait, peut-être que ça peut vous donner une petite idée éventuellement de collaborer ensemble tous et chacun. Peut-être je te coupe, Sylvie, mais juste te dire que Kémy, notamment Prévention de Pointe-de-l'Île, embarque dans le comité de suivi du projet de studio. C'est déjà en cours. On a une rencontre dans quelques semaines. On se voit là, on ne s'est pas encore rencontrés officiellement. On se rencontre aujourd'hui, tu vois. Mais c'est déjà sur la map pour les participants. On crée des collaborations à ce réseau-là, ça n'a pas de bon sens. On a aussi une suggestion qui est quand même intéressante, beaucoup de grandes salles vides dans les CHSLD pour s'entraîner, danse, cirque et ensuite faire des spectacles aux résidents. Ça donne une valeur intergénérationnelle au projet. Donc, c'est une idée qu'on vous propose, mais pourquoi pas? Karine, tu aurais quelque chose à nous dire là-dessus? Oui, ben, je fais du bon là-dessus. Au fait, nous, cette année, la pandémie a provoqué cette opportunité-là. Les résidences pour personnes âgées cherchaient des animations justement pour briser l'isolement puis tout ça. Puis on a monté un spectacle avec nos jeunes, puis on est allé à la rencontre des personnes âgées. Puis je peux vous dire que d'une part, c'est un des spectateurs incroyables pour nos jeunes. Et donc, c'était ultra valorisant pour les deux. Donc, c'est quelque chose qu'on veut mettre en place, qu'on veut renforcer vraiment là, dans nos actions. Donc, super bonne proposition. Super. Alors, Katrina, de ton côté? Oui, puis si je peux me permettre aussi, parce que nous, on le faisait déjà aussi avec les aînés, puis ça l'a effectivement augmenté avec la COVID parce que besoin y était. Et c'est quand même un défi, les CHSLD, je vais l'avoir, parce que des fois, c'est comme quand même, sont bombardés, puis il n'y a pas nécessairement une personne, des fois, responsable pour ce genre d'activité-là. Mais tout organisme en lien avec les aînés, en fait, avait un besoin, là, des résidences privées aussi, et tout ce qu'on pouvait faire à l'extérieur, c'était super intéressant. Puis on a même fait des exercices sur mobilité réduite avec des chaises et tout. Puis il y en a qui ont leur petite télé, là, qui ont comme un petit channel juste pour leur résidence. Donc là, c'était un intervenant prima danse qui était préenregistré, puis qu'on faisait ça pour ceux qui pouvaient être vraiment, qui étaient isolés. Parce que aussi, un des problèmes, c'est qu'ils avaient beaucoup perdu leur mobilité. Ils avaient perdu la musculation et tout à cause de vraiment l'isolation complète du début. Donc, on est allé aussi d'un peu dans, on va les faire agir, on va les faire bouger un petit peu. Ça peut être juste les bras. Puis après, oui, plus des présentations un peu comme avec Karine, de comme là, voir leurs réactions, ils sont comme « wow », tu sais. Fait que les deux volets, c'était intéressant avec cette clientèle-là. Très intéressant, le volet intergénérationnel, mettre à contribution les jeunes un peu au service des populations aînées qui ne l'ont pas facile aussi depuis le début de la pandémie. Alors, bravo pour vos initiatives. J'ai une question pour Katrina qui vient de Donald Maisonneuve qui dit à quoi ressemble le déroulement de vos ateliers numériques que vous proposez aux écoles? Oui, dans le fond, il y a deux options pour le numérique. On a fait un portail web avec des capsules pédagogiques préenregistrées. Fait que ça, c'est vraiment comme des émissions de télé un peu à Télé-Québec, là. Donc, le personnel scolaire va peser sur play, sur pause, ça marque les intentions pédagogiques, ça suit vraiment le programme scolaire et c'est vraiment pour qu'il soit le plus possible autonome, le personnel scolaire à ce moment-là. Donc, il y a la thématique sur l'affirmation de soi, une thématique sur les stéréotypes de genre. Fait que l'enseignant ou l'enseignante choisit, puis les exercices ont été montés, que ça peut se faire en classe à côté de son pupitre, tu n'as pas besoin de beaucoup d'espace pour faire l'exercice. Puis encore une fois, il y a un mélange de discussion, il y a un journal de bord, des vidéoclips, puis des exercices pour bouger.
Et il y a la partie qu'on fait vraiment en direct encore. Là. Fait que comme ici, en Zoom, on a des intervenants, puis on voit la classe. Fait que la classe va bouger, interagir en direct avec la personne. Fait que les deux options sont possibles, soit préenregistré ou en direct avec un plus personnalisé à ce moment-là selon les besoins de la classe en question. C'est sur la plateforme Zoom aussi que ça se fait, Katrina, ou sur une autre sorte de plateforme? Pour le en direct, oui, on le fait par Zoom. Zoom. Puis l'autre, c'est vraiment un portail web sur le site de primadance.com que là, faut juste comme s'inscrire, dans le fond, à ce moment-là. Super. Je n'ai pas d'autres questions. Je terminerai peut-être, moi, une question que j'aimerais vous poser. Puis là, je l'ai juste mis de côté, puis je ne veux pas la perdre. Alors, je vous reviens dans une petite seconde. L'enjeu souvent des activités, quand on s'implante dans un nouveau milieu, il y a Lucie qui est déjà implantée au HLM, mais pour les autres groupes, comment on fait notre recrutement? Puis Lucie, je dis ça parce que dans le fond, toi aussi, tu as ce défi-là. Comment on recrute les jeunes et qu'on les maintient tout au long du processus? Vous avez donné des beaux exemples, mais quels sont vos processus de recrutement? Puis comment on maintient l'intérêt et la motivation, surtout avec plein de facteurs qui interfèrent? Comment vous maintenez la motivation et comment vous recrutez vos jeunes? On sera à notre dernière question pour aujourd'hui. Karine a levé la main, ce sera Kimi après. Nous, dans le fond, je pense que le fait qu'on est ancré dans le milieu de l'itinérance depuis longtemps, la durée dans le temps là, est un facteur super important, en tout cas pour nous. Donc, les organismes nous connaissent, donc participent aussi au recrutement d'une certaine façon. On a des partenaires avec qui on travaille depuis très longtemps qui même nous prêtent des intervenants qui viennent bonifier notre équipe. Donc, les intervenants parlent de nos activités aux jeunes, puis même les amènent dans le fond, amène les jeunes dans nos activités. Donc, ça, c'est une des choses qu'on a développées avec le temps. Puis sinon, notre volet outreach, donc d'aller dans les milieux, que ce soit dans la rue et dans les organismes, contribue vraiment là, à créer des liens. Veux pas, on travaille avec des jeunes pour qui la création de liens, ça peut être long, il peut y avoir beaucoup de méfiance. Donc, de prendre le temps de créer ce lien-là, pour nous, est à la base du recrutement. Ouais. Merci, Karine. Kimi, tu voudrais compléter? Oui, ben, en fait, dans notre cas, si on parle vraiment du projet civisme qui se déploie dans les écoles, ce qu'on fait, c'est vraiment qu'on s'assure de passer dans chacune des classes avec une présentation du projet, puis on laisse les jeunes choisir sur une feuille en ordre de 1 à 4 quels sont les volets qui les intéresseraient. Est-ce que c'est la scénarisation, la réalisation, etc. Puis en prenant justement cette feuille-là, on peut voir les centres d'intérêt de chacun, puis s'ils veulent participer au projet, puis par la suite, aller de l'avant. C'est sûr qu'à la deuxième année du projet, ça a été beaucoup plus facile parce que justement, il y avait déjà un court-métrage qui a été fait, ils l'ont vu, ils ont trouvé ça le fun. Fait que déjà, en partant, ils avaient un intérêt, ils voulaient participer. Puis, il n'y a rien qui battra jamais le fait que les jeunes s'en parlent entre eux puis s'automotivent. Fait que c'est important aussi, comme Karine le disait, là, on crée des liens avec eux autres, on s'assure qu'ils se sentent bien dans le projet. Donc, évidemment, vos projets doivent être fort stimulants parce que quand on reste, c'est parce qu'on aime ça. Ce que je ne fais jamais au gym. Fait que c'est pas assez stimulant pour moi. Vous comprenez? C'est ce qui se passe. Alors, écoutez, je veux vraiment vous remercier d'avoir préparé cette présentation-là. Je veux quand même signifier que pratiquement l'ensemble des participants ont resté du début à la fin de la rencontre, ce qui veut dire que vous étiez très, très, très intéressant et pertinent. J'espère que ça leur a donné des idées à d'autres et que les personnes qui sont présentes, n'hésitez surtout pas à communiquer avec nos 4 panélistes. Je vous invite à nouveau à compléter le formulaire d'évaluation qui nous permettra de préparer le prochain webinaire qui aura lieu au printemps 2021. On sera en webinaire encore. On a beaucoup d'espoir, mais peu de possibilités. Alors, on aura probablement la chance de se revoir à ce moment-là. Et le thème sera emploi et habitation. On vous invite vraiment à vous brancher et à rester à l'affût de la date quand elle sera définie par le comité au RESAL. Alors, à ce moment-ci, je vous invite, et on est très bon parce qu'il est 53, je vous invite à vaquer à vos occupations, profiter du beau soleil qu'on a aujourd'hui et au plaisir de vous recroiser. Encore merci à vous 4 et bonne fin de journée. Merci beaucoup, Sylvie. Bye bye tout le monde. Merci.